L'école va nous poser des questions savantes. Tu me fais signe. Qui parle avec Claude avec des cheveux blancs? Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde présentée dans le cadre du lancement du livre L'École d'art, 5 décennies d'enseignement et de création. Donc je disais que je suis très touchée de voir les visages ce soir de plusieurs personnes que j'ai eu en entrevue pendant ces 3 années de recherche. Donc merci d'être là, ça me fait un grand honneur pour moi de vous voir ce soir. Donc, j'ai invité 4 enseignants qui marquent 4 périodes importantes de l'école d'art et je leur ai demandé de me parler de leur expérience de l'enseignement de l'art. Et puis, au-delà de tout ça, ben, on aura une partie d'improvisation et on aura de belles surprises. Donc, on est un peu structuré, mais pas trop ce soir. Voilà. Je voulais souligner donc que cette idée d'une publication est née je pense, de toute première réunion du comité du 50e. Donc, je voudrais souligner le travail du comité du 50e, Georges Azaria, que je ne vois pas en ce moment. Je ne sais pas où est Georges, notre cher directeur. David Naylor, Marcel Jean, Joël Tremblay, qui est là aussi. Richard Baillargeon. Donc, on a eu des rencontres sur plus d'1 an. Ça a été vraiment exceptionnel comme contexte de recherche et on m'a fait l'honneur de me confier ce dossier d'écrire l'histoire de l'école. Je pense qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Hein, David? On ne savait pas tout à fait dans quoi on s'embarquait. Je voudrais dire en introduction que cette recherche, elle vient remplir un immense vide puisque tout ce qui touche l'enseignement des arts, les mouvements artistiques en lien avec les mouvements révolutionnaires des années 60 touchent essentiellement la région de Montréal. On connaît les travaux magnifiques de Suzanne Lemrise, Francine Couture, mais il y avait un manque et je l'ai constaté moi-même. Et ce manque-là est d'autant plus grand qu'on avait, je pense, un projet exceptionnel à l'origine de l'école. Ce que je retiens, en fait, je retiens de ces 3 années de recherche 2 choses. Tout d'abord, que ce projet d'école à l'origine était vraiment novateur, avec des programmes vraiment tout à fait nouveaux, et que la situation était très, très, très différente de d'autres écoles qui ont intégré le milieu universitaire, puisqu'il y a eu très, très tôt, dans ce passage de l'École des beaux-arts du Québec à l'université, il y a eu très, très tôt la volonté de fermer l'École des beaux-arts et de réinventer l'enseignement des arts au Québec, contrairement peut-être à la situation de l'UQAM où plusieurs collèges, dont l'École des beaux-arts, a été intégrée à l'UQAM. Et moi, comme historienne de l'art, qui suis censée être spécialisée en art actuel et contemporain et m'intéresser évidemment au Québec, je ne connaissais pas toute cette situation-là et je me suis dit, si moi, je ne suis pas au courant de tout ça, il y a un manque, il faut quand même écrire l'histoire de l'école. Donc, je pense que c'est une étape. D'autres, après moi, certainement, pourront faire les 10, 20, 30 prochaines années. Et je pense que d'autres régions du Québec pourraient aussi, mais la situation à Montréal et à Québec est extrêmement importante. La deuxième chose que je retiens aussi, c'est, pour ma part, une grande soif de parler de l'art comme forme de pensée distinctive, donc d'un enseignement distinctif. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis fait le cadeau d'inviter David, Nicole, Geneviève et James pour qu'ils parlent de leur perception de qu'est-ce que c'est qu'enseigner l'art, ce que j'aime beaucoup identifier comme la transmission. Ça a beaucoup évolué depuis les débuts de l'école jusqu'à aujourd'hui. Je pense que notre réflexion aujourd'hui va nous amener certainement au présent. Et j'aimerais évidemment donner la parole à mes 4 invités, mais aussi j'espère qu'on poursuivra la réflexion avec vous en salle, avec votre expérience de l'école. Je vois Pierre Larochelle qui a été directeur de l'école. Je vois plein d'anciens étudiants, Carole Biron, François Mathieu,
Mathieu, qui me fait le plaisir d'être là ce soir. François, bonjour. Hélène Godbout. On a des gens ce soir aussi. J'aimerais remercier Nathalie Thibault du Musée national des beaux-arts qui est là, qui m'a aidé à faire des recherches complètement folles dans des chemises de fond d'armoire avec des petits bijoux qu'on trouvait ensemble. Et je voudrais vraiment remercier tous les gens. Je ne peux pas tous les nommer. J'ai fait à peu près 60 entrevues, mais je voudrais vraiment remercier tout le monde, vous savez, qui vous êtes, qui m'ont accordé du temps pour des entrevues, notamment tous les enseignants actuels de l'École des arts visuels. J'ai soumis à Geneviève, James, Nicole et David un extrait de la préface qu'a rédigée, la préface du livre qu'a rédigé Georges, une préface qui résume tout à fait les enjeux passés et actuels de l'École. Donc, je leur ai proposé de réagir à cette préface. Et Georges, dans la préface, dit « Une école d'art soulève des questions qui la remettent elle-même en cause. » Et je trouvais ça vraiment intéressant, cette idée de remise en question de l'école elle-même. Et il pose deux questions très simples, mais qui sont en même temps extrêmement importantes. Est-ce que la création s'enseigne? On pourrait se poser la question ce soir. Et comment intégrer une pédagogie dont un des traits serait que chaque personne est confrontée à elle-même? Également une question qui peut apparaître très simple, mais qui est très complexe. J'aurai certainement d'autres remerciements après qu'on ait terminé, mais je voudrais tout de suite donner la parole donc aux panélistes. J'ai invité, donc je les présente rapidement pour ceux et celles qui ne les connaîtraient pas, David Naylor, qui enseigne à l'école depuis 1973. Donc toute une vie d'enseignement. Je voudrais vraiment le remercier parce que Georges et David ont été mes lecteurs, puis on a eu des discussions extraordinaires. Je trouvais des choses, j'en parlais à David qui me disait « Ah, mon Dieu, j'avais oublié ça », qui me relançait « Lisanne, il faut que tu parles de telle chose ». Et ça s'est fait aussi avec Georges. Donc, entre autres, merci beaucoup, David, d'avoir été un lecteur si important. David, oui, a la mémoire de l'école, mais il a une capacité d'analyse critique, d'analyse historique. Et c'est pas pour rien qu'on lui a confié plusieurs mandats tout au long de la vie de cette école. Directeur de programme, directeur de l'école à quelques reprises. Il a été directeur au moment du déménagement, ce qui n'était pas rien. Hein? Ce qui a été un énorme boulot. Qui a un travail évidemment magnifique de sculpteur. Qui a vraiment à cœur l'enseignement. En tout cas, je profite de l'occasion pour lui dire à quel point j'admire son engagement comme enseignant, excusez-moi. On va discuter avec lui de certains éléments de l'école au début, hein, David, mais qui sont encore des questions intéressantes pour aujourd'hui. Je voudrais vous présenter James Partek. James qui a fini son bac ici en 89. C'est ça, hein, James? Oui. Qui a été chargé, tu me dis si je fais erreur, qui a été chargé de cours de 93 à 2008, qui a été très important dans le développement des technologies à l'école, qui a fait partie de plusieurs comités d'exploration des besoins, qui donnera le premier cours de vidéo numérique, entre autres, qui donnera des cours comme vidéo, art médiatique, interactivité, installation, donc qui a abordé les nouvelles technologies comme langage et non comme simple outil. On pourra discuter de cet aspect-là ensemble, James, tout à l'heure. Et je veux signaler que James est en plein montage. On est très content. En fait, il ne devrait pas être là. Il est censé être en montage à la galerie. Merci, James, d'avoir accepté. Et il présente une exposition unique la semaine prochaine, vernissage vendredi prochain. J'ai vraiment le plaisir jeudi, aussi. Jeudi. Oui. Jeudi. Je pense que c'est jeudi. Non? Oui, c'est jeudi. J'ai dit vendredi? Oui. Oh, jeudi. Je t'ai fait peur? Non. C'est une journée de plus. Non, malheureusement. J'ai le plaisir de vous présenter mon amie Nicole Jolicoeur. Nicole qui a enseigné de 72 à 90, qui a ensuite enseigné à l'UQAM, et qui, à la fin des années 70, faisait une maîtrise à Rogers, au New Jersey, et qui, au retour, proposait à l'École des arts visuels un cours qui s'intitulait « Art et féminisme ». On pourra en discuter, qui a une pratique très importante dans ce domaine. En fait, moi, elle m'a fait connaître Nancy Spiro, on en parlait ce midi, lorsque j'étais toute jeune. Et on s'est connus, entre autres, à la Chambre-Blanche, au moment où j'étais commissaire avec Isabelle Bernier, d'une grande exposition qui a vraiment passé à l'histoire, je pense. Féministe soi-même, féministe quand même. Donc, elle a fait beaucoup pour développer cet aspect-là de l'art. Geneviève,
Geneviève qui vient tout juste, en fait, vient tout juste d'être engagée comme professeure en 2020, qui collabore à plusieurs groupes de recherche et de réflexion en muséologie, notamment Collection et impératifs événementiels, dirigé par Joanne Lamoureux, historienne de l'art que vous connaissez. Elle a aussi présenté, notamment au printemps dernier, un projet qui s'appelait Naturfact. Certains étudiants dans la salle qui ont collaboré à Naturfact. Donc, un projet de recherche auquel tu invitais 4 étudiants de second cycle à participer. Donc, j'ai pensé que ce serait vraiment bien d'avoir ce point de vue au présent et de parler de cette forme particulière de la transmission que sont les participations pour les étudiants à des projets de recherche d'enseignants. David, est-ce qu'on commence par toi? Notre mémoire. David, tu m'as toujours dit que tu étais très, très fier de l'orientation de l'école et que pour toi, l'aspect de transdisciplinarité, d'approche transversale, était là dès le début. Et je pense qu'on peut dire qu'elle est là encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en parler? Le poids de l'histoire. C'est moi qui... c'est intimidant. Transversalité, c'est pas vraiment dans mon vocabulaire, mais je me souviens, je pense que je sais à quoi tu fais allusion au début. C'était peut-être sur cette idée-là qu'on croyait fonder une sorte de originalité dans notre structure d'enseignement, la façon qu'on a structuré notre programme avec le tout début. Tu m'avais prévenu que tu allais me poser une question sur en quoi notre approche au début des années 70 aurait été originale ou particulière. Puis, en pensant à ça, je me dis, il faut quand même nuancer quelque chose. C'est que quand je suis arrivé à l'école au début des années 70, il y avait déjà une structure pédagogique très originale qui avait été montée, je crois, Pierre Larochelle pourrait en témoigner mieux que moi, qui consistait en toute la transformation de l'enseignement de l'art pour assurer le passage de l'École des beaux-arts à l'université. Puis on a proposé un système de découpage de la matière assez particulier pour nous, en tout cas, qui divisait la matière en 3 grands champs d'expérimentation. Il y avait la forme, la couleur et le mouvement, qu'on disait. Et la conséquence de ce découpage-là, c'est que l'enseignement se faisait vraiment par tranches assez importantes dans le vécu de l'étudiant, dans le temps. C'est-à-dire que l'étudiant, en première année, faisait une semaine complète dans l'un, il passait à l'autre pour une semaine, ensuite à l'autre. Je crois que Nicole, tu étais en forme dans cette approche-là. Et ça a duré quelques années, 2-3 ans. Et quand moi, j'ai eu à m'intégrer au groupe, on a été appelé à transformer cette structure-là pour nous adapter à la structure universitaire, on s'en doute. C'est-à-dire qu'avec des cours de 1 semaine, on était complètement étanche par rapport aux autres secteurs. C'est des cours de 3 crédits de 3 heures, et qu'un étudiant en histoire de l'art ou en anthropologie ne pouvait pas vraiment venir suivre un cours de forme ou de couleur qui dure 1 semaine à tous les 3 semaines, c'était pas possible. Est-ce que je me trompe, David, c'est à cette époque-là, à l'université, de se nourrir de différentes disciplines, ce qu'on appelait l'interdisciplinarité? Ben voilà. C'était important. Je pense pas qu'on l'appelait comme ça à cette époque-là, mais il y avait une volonté, c'est vrai, d'établir une sorte d'approche plus transversale, disons, dans les contenus, de pas structurer l'enseignement totalement autour des procédés ou des techniques. C'est-à-dire la forme concernée, plusieurs techniques possibles, approches possibles. Mais la nuance que je voulais apporter, qui n'est peut-être pas celle que tu attendais,
c'est qu'en s'adaptant notre enseignement à des modules de 3 crédits, donc il a fallu déconstruire ces blocs, forme, couleur, mouvement, des sections d'une semaine et tout ça, et transformer ça en cours de 15 semaines, 3 heures comme tout le monde, pour qu'il puisse avoir une mobilité. Bien, la question s'est posée, bien, comment on va découper la matière? Sur quoi, quelles sont des notions, des fondements, des notions fondamentales qui vont structurer une sorte de progression de sophistication dans nos blocs de 3 crédits? Puis on était, Pierre, je ne me souviens pas, mais une bonne trentaine de profs, tout confondu, design et art, et ce n'était pas imaginable d'arriver à une sorte d'idée de qu'est-ce qui est vraiment fondamental comme concept en art, et qu'on a donc proposé la nouvelle structure, peut-être à laquelle tu faisais allusion, qui était fondée sur 3 types de cours. On appelait ça des cours techniques, des ateliers dirigés et des ateliers libres. Et l'idée était que chacun de ces types de cours-là allait répondre à un objectif spécifique. Et ça nous permettait d'offrir aux professeurs la possibilité de s'intégrer dans la structure de l'enseignement d'une manière qui les convenait en fonction de leur idéologie artistique ou leur approche de l'art. Et je pense que cette chose-là s'est produite plus ou moins harmonieusement, selon l'école. Mais l'idée, on a essayé de... Je pense que l'idée a marqué l'évolution du programme du bac en art, du moins jusqu'à nos jours. L'idée étant qu'on donnait une formation technique rapide dans un éventail de possibilités. D'une part, on appelait ça des ateliers de type A, pour être bien structuré. Ensuite, on demandait aux professeurs de formuler des cours sur une base conceptualisée, c'est-à-dire de nommer des notions, des concepts sur lesquels les étudiants allaient travailler de façon dirigée, et que ça permettrait à chaque professeur de structurer un enseignement en fonction de sa propre vision artistique. C'est de ça dont tu parles, David, quand tu dis la structure mosaïque? Bien, c'est-à-dire, ça conduit, c'était ça mon punch, c'est que... c'est que l'idée était que devant un corps professoral très pluraliste, ayant toutes sortes de croyances ou de pensées idéologiques sur l'art, on croyait qu'une structure où chaque professeur pouvait proposer un module étanche qui représente son approche et que ces modules-là s'organisent par niveau de maturité demandée aux étudiants, disons par niveau de sophistication, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça donnerait une structure que j'appelais mosaïque, c'est-à-dire qu'une cohérence globale du programme était sacrifiée au profit d'un ensemble de modules cohérents qui permettraient des cheminements idéologiques différents à travers le programme. Et je pense que ce principe-là a fonctionné. Peut-être il fallait que tout le monde accepte le principe. Mais tu y croyais, tu y croyais. Moi, j'y crois toujours, d'ailleurs. Mais justement, quand tu dis « j'y crois toujours », est-ce que tu ne trouves pas que d'avoir plutôt une approche par champ d'expérimentation, d'exploration, comme forme, couleur, mouvement, est-ce que ça ne rejoint pas ce qui a été fait depuis 2012 avec le nouveau programme? Ouais, on est revenu à une formation de base divisé par champ d'expérimentation. Peut-être qu'on peut l'expliquer pour ceux qui ne savaient pas. Ben, l'idée en 2012, je ne sais pas si Jocelyn est là, il est l'auteur de collaboration avec d'autres. L'idée était que jusqu'à présent, notre enseignement, l'approche
vue de l'extérieur était organisée peut-être organisée autour d'un grand découpage de la matière en images et objets. Et force est de constater que ça ne couvre pas le terrain nécessairement. Il y a eu beaucoup de discussions pour voir qu'est-ce que ça prendrait pour proposer un champ qui accommode la plupart des pratiques qu'on voit en heure actuelle. On a trouvé un micro. Je ne parle pas assez fort. Merci, Laurent. Je m'excuse, j'interromps, pardon. Ben, il n'est pas allumé de toute Ouais, façon. ça va, Ok. ça va. Vous m'entendez pas? Je ne parle pas assez fort? Ah ouais? OK. pense que tout le J'ai monde- c'est... Non, mais je pense que tout le monde va être content d'avoir le micro. Ah, OK. Donc, Donc, tu vois, on a divisé, on est retourné en première année à un découpage du champ en général en 4 sous-champs, dont l'objet, l'image toujours. Un troisième champ qui s'appelait le temps et un quatrième qui s'appelle contexte ou action-contexte. Les étudiants font des blocs de 7 semaines dans chacun des secteurs comme base obligatoire avant de procéder en deuxième année à choisir des cours à option qui sont encore fondés sur cette idée mosaïque. Oui, c'est vrai. Donc, tu dirais que ce qu'il y avait vraiment d'intéressant au début, on a C'est réussi. toi qui as besoin de ça. On a réussi. Non, mais tu vas Regarde, moi, je vais crier. Toi, tu vas crier? Ouais. Donc, David, tu dirais que ce qui était vraiment distinctif et novateur au départ, on l'a conservé, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans ces champs d'exploration. Toi qui as vécu les deux périodes, est-ce que l'école d'art n'est pas une école qui a une vision disciplinaire, en fait, fondamentalement? En tout cas, si elle est... Moi, j'ai un problème avec l'idée que l'art soit une discipline. Ben ça serait pour un autre débat, peut-être. Mais nos cours, sauf exception, ne sont pas structurés autour d'un savoir technique. Ça, c'est un fait. Quoique des cours qui sont structurés autour d'une approche par notion ou par concept peuvent entraîner un environnement technique dans certains cas, art sonore. Quoique, j'imagine, en art sonore, tout est possible. Et là, tu m'ouvres une porte pour toi, James, l'art sonore. Parce que James a été vraiment très important dans le développement des nouvelles technologies, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, on a échangé un petit peu aujourd'hui quand même. Et puis, je lui disais, cette approche non disciplinaire, James, est-ce que tu veux nous relancer sur la transdisciplinarité? Et puis là, on s'est mis à rire. Oui. Hein? Mais toi, dans le développement des cours, tu disais constamment que les nouvelles technologies étaient un langage, pas seulement un outil, et tu interpellais la performance, l'installation, tu ouvrais les nouvelles technologies à plusieurs dimensions qui sont d'ailleurs présentes dans ton travail. Oui. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai hérité un cours qui était technique art vidéo sur VHS à l'époque. Donc, on était sur le point de virer vers le numérique à l'époque. Et c'était une occasion de peut-être créer des cours qui n'étaient pas tout à fait techniques comme cours, mais quand même avaient une base d'enseignement technique et une sorte de hybride entre l'atelier A et l'atelier B, si je comprends bien. Il y avait quand même le conceptuel qui est en arrière de tout ça. Donc, on a créé des cours, j'ai créé des cours qui étaient comme vidéo et interdisciplinarité. Donc, l'interdisciplinarité, un peu comme David, transdisciplinarité, interdisciplinarité, ne faisait pas vraiment partie de mes préoccupations, mais j'ai quand même, lors d'un forum précédé par Guy Suy-Durand, j'ai parlé de l'interdisciplinarité, mais j'ai fait un lapsus, j'ai dit l'indisciplinarité. Puis
C'est resté. Ça a resté, ça fait son chemin, ça a été exporté par Hélène Doyon, plus à Montréal, puis ça a eu une certaine Un écho. Un écho, voilà. Donc, ce que j'ai trouvé dans l'enseignement, c'est on pouvait peut-être travailler des problématiques et des questions beaucoup plus prédominantes sur les disciplines. Donc, on n'était pas ancré dans une approche disciplinaire, mais il fallait quand même enseigner un savoir-faire technique, mais tout en ouvrant le champ vers l'exploration au-delà de ce qu'on faisait dans un cours technique, banalement technique. Ce que tu nous dis, James, c'est qu'enseigner les nouvelles technologies, c'est une situation spécifique. Différente peut-être que d'autres, selon toi? Moi, je pense que oui. Je pense que on est un peu mal pris avec une certaine enseignement qui comment dire, on veut comprendre, on veut être capable de travailler techniquement avec des outils. Donc, il faut avoir un enseignement qui va calquer une sorte de réalité vers un autre. C'est-à-dire, si, par exemple, je veux vous parler en français, il faut que je sache que le mot « chaise » correspond à « chair » dans ma tête. Donc, quelque part, je peux comme bâtir un vocabulaire dans un langage. Puis, quelque part, avec les techniques numériques, il faut avoir une manière de construire un langage. Donc, il faut avoir cette façon-là d'enseigner, d'être comment dire, capable de faire quelque chose, d'avoir une technique et faire quelque chose. Mais ça, c'est un problème en art, parce qu'on dirait qu'enseigner l'art, puis peut-être j'avance un peu trop, mais c'est peut-être le contraire de cet apprentissage. Quelque part, c'est comme... Moi, je voyais ça plus comme une manière de désapprendre qu'apprendre. Parce qu'on ne veut pas regarder a chair, une chaise, et penser à cette utilité conventionnelle de cet objet-là. On veut amener ailleurs. On veut comme désapprendre notre manière de voir les choses. Inventer le langage. Oui. Donc, pour moi, il y avait ces deux pôles dans l'enseignement qui étaient toujours un peu en conflit, si tu veux. Ouais. Puis il est toujours en conflit. Et tu as travaillé beaucoup, notamment, Nicolas et pas là, je pense, tu as travaillé beaucoup avec Nicolas Désy sur développer des programmes très l'accessibilité pour toi-même jusqu'à aujourd'hui est hyper importante. Oui, mais au fur et à mesure qu'on a préparé des nouveaux cours, etc., je prenais l'idée que la technique qu'on enseignait, le numérique, était plus un outil en tant que tel, c'était un médium. Pour moi, c'est très différent comme approche. On va apprendre à utiliser un outil, mais médium, il faut y penser. Il faut penser ce médium-là. Qu'est-ce que ce médium peut faire que les autres, par rapport aux autres médiums? Donc, c'est quand même quelque chose avec une spécificité, etc. Donc... Et on pourra revenir tout à l'heure avec ton expérience d'enseignement. Oui, oui. Je vais donner la parole à Nicole. Nicole, tu arrives à la fin des années 70 avec un cours Art et féminisme. Et là, pour donner un petit peu une image du paysage à l'époque, il y avait des cours qui s'intitulaient à l'époque Repère du réel, objet abstrait, post-formalisme, et toi tu arrives Art et féminisme. Ça a été quoi l'accueil de cette brèche-là que tu as ouverte dans le cursus des cours? Je vais peut-être mentionner d'abord ma rencontre avec le directeur de l'école, qui était Bernard Jasmin, qui, à cette époque, je vais juste rappeler que, dans mon souvenir en tout cas,
Le directeur était assez puissant, puisqu'il y avait un comité de direction, mais que le comité de direction était consultatif. C'était quand même le directeur de l'école qui prenait les décisions finales. Dans le choix des cours? Certaines décisions là, qui avaient rapport au programme, c'était quand même, il y avait quand même un comité de programme important, ça c'est certain. Mais il y avait comme un mot important à dire, le directeur. Hein? Et Bernard Jasmin m'avait fait venir au bureau en me disant bon, j'ai lu votre programme, votre syllabus, ça a l'air très intéressant, tout ça. J'aurais une suggestion à vous faire. Ce serait de changer votre titre. Je préférais que ça s'intitule L'art et la condition féminine. Oh. Alors, il dit, pouvez-vous réfléchir à ça un peu? Puis, j'ai pas réfléchi longtemps, parce que j'ai dit, oh non, c'est pas ça que je veux faire du tout. C'est vraiment, je veux que ce soit en relation avec la réflexion sur le féminisme. Et puis, là, il m'a dit, c'est parce que je trouve qu'il y a pas mal de isme. Puis, il n'aimait pas le isme. Bon, finalement, il a été très conciliant. Il m'a laissé aller avec mon idée sur l'art et le féminisme. Alors, je vais juste souligner en passant que je ne voulais pas faire un cours sur art féministe, mais art et féminisme. Donc, il s'agissait de... Donc, tu me demandes, la question, c'est comment ça a été reçu. Bien, je pense que ça a été bien reçu d'abord. Là. Je pense que j'ai pu m'intégrer, commencer mes cours avec mes étudiantes. Je pense que j'avais peut-être un gars, mais c'était surtout des étudiantes. Et puis, je peux parler surtout davantage de la réception de la part des étudiantes. Parce que ça a vraiment été, disons, important pour elles, pour les étudiantes qui se sont présentées au cours, et puis naturellement pour moi aussi. À ce moment-là, en fait, c'était un petit peu incongru, je pense, parce que je peux dire que c'était un peu un impensé, la question du féminisme dans la structure du programme. On parlait de la construction des choses, la réflexion sur les pratiques bidimensionnelles, tridimensionnelles, mouvements et tout ça. Mais la question du sujet était évacuée comme objet d'étude, on va dire. Donc, ça amenait l'objet d'étude, le sujet comme objet d'étude, ou comme l'intervention même de l'artiste et comment l'artiste peut disons, interférer avec les moyens qu'on lui offrait, les langages qu'on développait et tout ça, mais comment les sujets pouvaient s'approprier ces langages-là qui étaient à leur disposition et comment ils pouvaient grandir et puis développer une pensée à partir de ça. Donc ça, je pense que... On pense aussi que c'était à une époque où, globalement, dans le contexte artistique, le formalisme était très important et il y avait très peu de femmes qui exerçaient dans le champ de l'art. Il y avait beaucoup de préjugés aussi. Je ne parle pas de l'école, là, je parle en général dans le milieu artistique. Il y avait beaucoup de préjugés sur ce que les femmes pouvaient apporter comme nouveauté en art. Et ça a été assez... très important pour moi de présenter aux étudiantes un choix de pratiques très varié et très différent de ce qui se faisait déjà à l'école. Parce que je veux dire que mon séjour aux États-Unis avait quand même été important en termes de fréquentation avec des artistes très engagés, des activistes. La question du féminisme était très présente. Il y avait eu beaucoup de manifestations autour de la question de discrimination des femmes par les institutions. Donc, on questionnait beaucoup comment se fait-il qu'il n'y a jamais de... Il y a toujours la femme dans le groupe d'hommes, mais il n'y a pas de... On ne voit pas le... C'est pas la parité, quoi. C'est toujours exceptionnel quand on voit les femmes arriver. Puis c'était toujours un peu stigmatisé à quelque part, ou très sexualisé, ou... Bon, ou c'est de l'art de bonne femme, ou c'est du froufrou, ou n'importe quoi. Exactement, oui, du macramé. Donc, il fallait comme, disons, défaire ces stéréotypes-là. Il fallait parler de discrimination. Il fallait, disons, ouvrir des espaces nouveaux pour que la réflexion puisse se faire. Et la réception des étudiantes, davantage, je peux en parler davantage parce qu'elle a été très, très forte, très puissante et très stimulante pour moi.
Et on en parle encore. Moi, j'en ai encore des échos, mais le cours s'est donné 3 ans seulement. Oui, oui. Selon les échos, moi, j'avais l'impression que ça s'était donné pendant une dizaine d'années. Mais non. Donc, il y avait vraiment un besoin. Oui, vraiment, ça... Comme j'ai dit, il y avait un impensé, là. Puis, quand j'ai ouvert cette boîte de Pandore-là, il y a plein de choses qui en sont sorties, des meilleures et des pires, on va dire, mais il y a eu comme des explosions quand même qui se sont produites chez les étudiantes. Et ce que je peux amener aussi comme idée, c'est que il y a eu des effets socialement aussi, je veux dire, dans le contexte social de l'époque ici à Québec, parce que on a fait des actions. On a fait... Bien, il y a beaucoup de choses à dire, mais disons que je peux tout de suite aller aux actions qu'on a fait. On a fait une exposition à la Chambre-Blanche. Les étudiantes voulaient faire en sorte que les choses changent. Elles voulaient se manifester. Elles voulaient affirmer une différence ou une altérité, on va dire, qui n'était jamais soulignée, qui n'était jamais problématisée. Donc, on a fait une chose comme telle que l'exposition dont tu as parlé tout à l'heure, Féministe toi-même, Féministe quand même. Une publication aussi. Oui, il y a une publication qui venait avec ça. Puis, on avait une approche, disons, auto-dérisoire, si on peut dire, dans le sens, ben, pas auto-dérisoire, mais par rapport à comment la pratique des femmes était stigmatisée. Donc, on avait fait un appel, je ne sais pas si je peux me lancer là-dedans, je ne veux pas aller trop vite, mais on avait fait un appel, je vais mentionner aussi Francine Chéné qui est ici, qui a participé à cette aventure-là d'exposition. Francine, elle est là. Isabelle Bernier, Chantal Desgagnés, moi-même. Donc, on avait justement expliqué que dans notre appel, on avait fait un appel. Votre pratique artistique ne pourrait-elle pas, de façon stéréotypée, être taxée d'infantilisme sentimental, de mémérage, de mythomanie, de narcissisme, de romantisme, de naïveté, d'amateurisme, d'artisanat, ou même de féminisme dépassé? Donc, on essayait de lancer comme ça les grands stéréotypes qui stigmatisaient la pratique artistique des femmes, de manière à montrer qu'à travers ces pratiques-là, de la nouveauté pouvait encore être générée. Alors, il y a eu ces actions, mais puis qui ont été très loin, en fait. L'enthousiasme des étudiantes était tellement présent que après cette exposition-là, on a décidé on a fait l'exposition, on a fait le catalogue, on a écrit des textes et on a même été jusqu'à contester une exposition qui avait lieu au Musée d'art contemporain de Montréal, qui s'intitulait Via New York, où il y avait comme... c'était la représentation 100% masculine des grands courants de pratiques artistiques qui se passaient à New York à ce moment-là. Puis là, on avait taxé le Musée d'art contemporain de sexisme. Puis on avait été comme assez agressif à quelque part. Ça débordait, en fait, finalement. Ça débordait le cadre du cours. Complètement. Fait que là, ça a été jusqu'à Lise Bissonnette, dans l'éditorial du Devoir, qui a parlé de vie à New York, puis qui a problématisé. Il y avait vraiment une boule de neige qui m'a fait peur. Ça m'a un peu fait peur, parce que là, à quelque part, on tombait dans un militantisme, et ce n'était pas, pour moi, le chemin que je voulais prendre. C'était pas du tout l'orientation que je voulais privilégier. Je voulais vraiment que les étudiantes prennent conscience de où elles se situaient par rapport dans la pratique artistique en tant que sujet, comment elles étaient limitées, comment elles pouvaient se rassembler pour défaire ces limites-là. Et c'était toujours dans l'esprit de construire l'idée de faire de l'art, c'est pas vraiment juste faire comme des objets, des choses, mais il y a une complexité, puis le plus on peut rassembler des lignes de force dans notre pratique, il me semble que le mieux c'est. Et donc, je trouvais que la question du sujet, qui était problématisée à travers le féminisme, apportait cette dimension de complexité. Ça, c'était ma pensée. C'était pour donner le maximum de moyens aux étudiantes pour qu'elles puissent avoir un épanouissement dans la pratique artistique,
Bien, le militantisme, l'activisme et tout ça, c'est pas vraiment mon truc. C'est pas là où je voulais aller. Je voulais aller comme dans une espèce de stratification plus grande de préoccupation dans la pratique artistique. Et tu me disais que c'était un cours qui était comme hybride entre l'histoire de l'art et... Tu avais un statut hybride entre l'artiste et... Oui. Là, c'est parce que je suis partie de manière très idéaliste. Tu sais, comme, je ne pouvais pas faire un atelier avec juste, OK, on va travailler le féminisme. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le féminisme. Il faut comprendre les idées. Là, on était rendu comme à la troisième vague là, de féminisme. C'est les questions étaient les questions de représentation. Alors, il fallait quand même, travailler le territoire là, avant de penser tomber dans une pratique active. Donc, il a fallu que j'apporte de l'information, il a fallu que je fasse de la recherche, il a fallu que je mette les choses en place sur différentes choses, là, des différents concepts là, qui étaient actifs à ce moment-là dans la pensée. Là, je sais pas, moi, le patriarcat, même la différence sexuelle, division sexuelle, les genres. On abordait plein de questions, le corps, la question du corps. Et après ça, ben, il fallait comme... Moi, j'étais un petit peu prise en étau là-dedans parce que je n'étais pas tellement théoricienne, mais j'avais voulu partager ma connaissance ou mon peu de connaissances que j'avais, mais j'avais mes limitations aussi parce que je n'étais pas historienne. Tu partageais la recherche que tu avais faite oui, pour exactement. la pratique en tant que telle aussi. Oui, exactement, parce que j'ai toujours voulu considérer l'enseignement comme étant une manière pour moi d'avancer dans ma propre pratique artistique. Donc, j'ai voulu toujours arriver à faire dans les cours des extensions de mon travail ou de mes questions, pas pour imposer à des étudiantes une manière de faire, mais pour m'aider à comprendre moi-même les doutes que j'avais, puis comment la pratique de l'enseignement peut aider à éclaircir des questions. Donc, il faut faire de la recherche et tout ça, mais je n'avais pas les outils d'une historienne de l'art. Donc, quand je faisais des exposés, je travaillais avec... J'y allais en cercle, comme ça, j'étais en digression tout le temps. Puis là, les étudiants, « Madame Jolicoeur, on ne peut pas prendre des notes de la manière dont vous parlez, tout ça. Vous partez dans toutes sortes de directions. » Bon, en tout cas, ça a été peut-être la limite, mais aussi une manière assez directe, disons, d'engager les étudiantes dans une réflexion que... Mais moi, j'aimerais ça... Geneviève, j'aimerais ça te relancer là-dessus. Est-ce que tu te reconnais dans ce que Nicole discute au sujet de donner de l'information, être dans un cours? C'est pas nécessairement de l'atelier, mais c'est des cours... Parce que depuis le début, l'école a ces cours-là qui sont soit d'histoire de l'art ou de donner de l'information, mais qui sont spécifiquement conçus pour les étudiants en art visuel. Est-ce que tu auras envie de relancer un petit peu par rapport à ce que Nicole disait dans son statut? Oui, en fait, oui, je pense qu'il y a comme des échos un peu par rapport à ce que vous dites et les questionnements qui m'habitent depuis que je suis ici à l'École d'art. Donc, ça fait 4 ans là, que j'enseigne ici. Avant ça, j'avais donné davantage des cours, je dirais, peut-être plus théoriques à l'UQAM, entre autres, pendant plusieurs années. C'est ça, j'ai l'impression que depuis que je suis ici, en fait, c'est un modèle que je connaissais quand même bien. J'avais fait le parcours au premier cycle au début des années 2000. Puis ensuite, je suis allée à Concordia, donc c'est un peu le modèle Beaux-Arts, en fait, à Concordia. Donc, il y a comme certaines similitudes, je dirais, dans les parcours qui sont proposés aux étudiants. Puis après ça, j'ai eu une pratique un peu de commissariat en parallèle d'un travail d'artiste, je dirais. Puis après ça, j'ai fait la thèse à l'UQAM, doctorat en études et pratiques des arts. Donc là, je me suis plus plongée dans des questions en lien avec... justement, je pense que j'avais envie de faire des recherches peut-être un peu plus historiques sur les pratiques artistiques, mais aussi, je dirais, un certain héritage qui est lié à, je dirais, le système de l'art, mais les pratiques conceptuelles, puis aussi l'exposition. Donc, ça m'intéressait beaucoup. J'avais fait un peu de projet de commissariat, donc le rapport à l'exposition. Et tu donnes un cours là-dessus en ce moment. Oui, c'est ça. C'est un nouveau cours qui est comme un prototype en ce moment, on pourrait dire. Donc, c'est ça. Puis, je me reconnais un peu dans ce que Nicole disait, dans le sens où... c'est ça, l'enseignement, c'est quelque chose que je pense qu'on découvre là, pendant qu'on est en train de le faire. Là. Donc, il n'y a pas comme une formule, il n'y a pas un modèle qu'on nous remet quand on est embauché. Là. Donc, on vient parce qu'on a une pratique artistique, puis c'est ça, on rencontre des étudiants, puis on essaie d'abord de comprendre ce qu'eux veulent faire aussi. Donc, il y a comme une rencontre, il y a un échange,
puis on apprend aussi ensemble, même si on cherche à partager des recherches, des préoccupations. Mais je pense que j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose qui est en construction puis en évolution. Là. Donc, moi, j'essaie aussi de partager des préoccupations, de faire en sorte que les étudiants, parce que souvent les étudiants, je trouve, peut-être plus au premier cycle, mais on dirait qu'ils sont un peu dans une petite bulle. Donc, ils sont, c'est sûr, ils ont à définir leur propre pratique, donc à comprendre qu'est-ce qui les anime, puis nous, on essaie de les aider à les accompagner, mais moi, j'essaie aussi de leur amener des choses qui viennent de l'extérieur aussi, donc les mettre en contact avec des pratiques artistiques, mais aussi ce qui se passe un peu, je dirais, dans le monde, parce que je pense que le propre de l'art, pour moi, c'est vraiment une manière de penser, de comprendre. C'est une forme de savoir aussi en soi, donc mais aussi qui est très libre, donc il y a une très grande liberté dans la posture artistique, je dirais. Donc, dans l'enseignement, mais je pense que c'est très expérimental. Il y a un côté très exploratoire puis expérimental dans la pratique d'enseignement. Je ne sais pas si je me définis comme enseignante non plus. Là, je ne sais pas, je suis comme ambivalente. Là, mais je veux dire, je sens que je suis là d'abord parce que j'ai une pratique artistique, puis j'ai des choses à dire puis à faire comme artiste. Puis c'est ça. Puis aussi, je trouve ça fascinant d'être en contact avec des étudiants qui sont aussi en train de se poser des questions similaires. Donc, tu sais, on a beaucoup de points de rencontre de ce point de vue-là, je trouve. Donc, tu réussis à faire de ton enseignement quelque chose d'expérimental malgré la coquille institutionnelle. Oui, mais je trouve que le modèle de l'École d'art de l'Université Laval, il y a quand même, un peu comme David l'expliquait tout à l'heure, je pense que ça a été pensé, je ne suis pas certaine de saisir exactement toutes les ramifications, mais je trouve que ça a été pensé quand même pour donner quand même énormément de latitude aux artistes qui enseignent, pour qu'on puisse s'approprier aussi le modèle, faire en sorte que ça résonne pour nous par rapport à notre pratique et nos préoccupations. Donc, il faut comme aussi s'approprier ce modèle-là. Tu sais, moi, en fait, je pense que ma manière de le faire, c'est juste comme je me suis dit que ça allait se dérouler petit à petit, tu sais, c'est ça. J'ai pas essayé de rentrer un carré dans un rond au début. Je me suis dit, ça va finir par rentrer. Mais ça prend comme un certain temps, je dirais, là. Mais, puis aussi, j'imagine que le modèle évolue, étant donné qu'on est en contact avec l'extérieur aussi, là, donc... que l'école doit se remettre constamment en question. Oui. C'est quoi donc la place de l'enseignement pour toi, grosse question là, que je pose, c'est tu dis on apprend ensemble, c'est ce que je retiens. Oui, en fait, je veux dire, d'abord, je pense que le plus important pour moi, c'est que l'enseignement, c'est une manière de rester comme vraiment dans la pensée, dans la réflexion, dans la pratique. Puis le contact avec les étudiants, c'est fantastique pour ça, parce qu'on est continuellement en train d'être confronté à des visions différentes. Aussi, ça nous force à toujours à nous poser des questions, à définir les choses, à nous interroger. Donc ça, c'est extrêmement riche. Pour ça, je pense que c'est un des plus beaux métiers probablement qu'on peut faire. Là. Ça fonctionne bien avec la posture artistique, je pense. Toi, tu es de la génération aussi de ces artistes qui ont fait des études avancées de 3e cycle. De cette génération aussi d'artistes qui font partie de groupes de recherche. Comme je disais en introduction, tu as incité des étudiants à participer à un groupe de recherche avec toi. J'ai l'impression que, comme artiste, on est comme des autodidactes, en fait. On a toujours des choses qu'on veut approfondir, on veut toujours chercher à comprendre puis à savoir des choses. On se pose beaucoup de questions. Donc, je pense que, tous les artistes font ça de toute façon, mais en faisant un doctorat, moi, j'avais des questions très précises que j'avais envie d'approfondir, puis j'avais surtout envie d'avoir un temps, pour me consacrer entièrement à cette recherche-là. Donc, ça m'a servi à ça, surtout le doctorat, en fait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ton rapport aux étudiants en classe ou dans un projet de recherche, je me rappelle pour une anecdote, Danielle me disait « j'étais engagée dans un projet comme assistante de recherche avec Geneviève. » Je disais « oui, sur quel... » Elle dit « Geneviève me demande de créer dans un projet avec elle. » Et je trouvais ça, ça extraordinaire. En fait, comme je disais, c'est aussi un apprentissage parce que
sais, moi, ça, en fait, c'est une subvention de recherche que j'avais eu pour un projet de recherche que je voulais développer. Puis c'était la première fois que je faisais ça. Donc, comment penser la place des étudiants dans un projet de création, mais à l'université, avec des subventions de recherche en recherche-création. Donc, tu sais, je pense que c'était aussi de l'exploration de ma part. Puis les étudiants comme Daniel, Philippe, Philippe a participé beaucoup au projet de différentes manières, je dirais. Daniel a participé à la partie qui a eu lieu dans les collections de l'Université Laval, donc sur le campus. Puis je l'avais pensé c'était un peu un projet hybride entre le projet de recherche, aussi commissarial. Puis en fait, on a pensé le projet ensemble avec les étudiants. On est allé visiter les lieux. Je pense qu'on a eu les mêmes, on a eu les mêmes choses qui nous ont accrochés, qui nous ont interpellés. Puis, moi, je leur ai donné vraiment beaucoup de latitude pour ce projet-là. Avais-tu l'impression que tu avais une autre posture à ce moment-là, peut-être de mentor, ou d'ouvrir des portes? Oui et non, parce que en fait, les étudiants qui ont participé, ils étaient pas mal en fin de parcours de maîtrise. Donc, tu sais, chacun avait une pratique. Tu sais, déjà très bien engagé, chacun... c'est ça, je pense que je leur ai vraiment fait confiance là, à 100%, puis j'ai pas été déçue. Je trouve que ce projet-là, oui, c'est ça, l'intérêt de ce projet-là venait du fait que les artistes qui ont participé avaient une grande marge de manœuvre. Tu sais, moi, j'ai comme pensé avec eux le contexte, puis je l'ai comme arrimé à mes préoccupations de recherche. Mais quand même, chacun avait vraiment beaucoup de latitude. Puis après ça, oui, c'est ça, c'est sûr que c'est une autre manière de penser. Je trouve que ça demande un effort, puis il faut, comme artiste, comment intégrer des étudiants dans sa pratique. C'est quelque chose auquel je continue de réfléchir, puis que je veux aussi continuer à explorer. J'aurais aimé ça, te relancer là-dessus, James, parce que toi aussi, tu travailles beaucoup avec par exemple, l'exposition en ce moment. On a Nazif qui est là, tu as des étudiants, chercheurs. Comment tu vois ça, ton rôle d'enseignant, au moment où tu as des projets de recherche et tu impliques les étudiants? Oui, justement, Nazif est ici dans la salle parce qu'on monte une œuvre qui a été élaborée lors d'une... Moi, j'ai mis une structure un peu semblable à ce qu'on ferait comme un artiste, donc avec des fonds que j'ai eus comme avec un CRSH Savoir. Ça donne quand même des possibilités d'offrir ces moments privilégiés de création. Et Nazif a fait une résidence dans mon laboratoire ici, qui était un projet d'architecture que j'avais mené dans le cadre de mon doctorat. Et on a construit un édifice sur le boulevard René-Lévesque. Puis c'était quand même une occasion idéale d'intégrer d'une manière interdisciplinaire. Nazif, il étudiait plus en design, n'est-ce pas, Nazif? Mais on avait quand même des gens en architecture, des gens en design et moi-même. Donc, il y a une suite une communauté qui se forme et on se penche sur des problématiques avec différents points de vue sur comment on résout des problèmes. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration pour toi? C'est un travail de collaboration, mais il y a beaucoup de temps pour l'étudiant de penser à une approche. Mais chaque pas est quand même discuté. On est en train de toujours un peu penser à notre création qu'on veut faire. Donc, par exemple, ce qu'on va montrer la semaine prochaine, c'est quand même d'abord un objet de design qui a été fait, qui est maintenant transformé en dispositif interactif pour une exposition. Tout est en mouvement dans ce sens-là, mais il y a quand même... tout ça a été fondé sur une pratique qui date d'avant l'autre étudiant. Donc, il y a un enchaînement d'idées qui se fait, que les étudiants sont dans un contexte précis avec des problématiques assez bien définies et on travaille ensemble sur des œuvres, des installations, des performances, toutes sortes de formes qui émergent de ça. Est-ce que je peux te poser la grosse question, James? L'enseignement dans ta vie? L'enseignement dans ma vie? Oui. Ça se gère comment par rapport à ta pratique d'artiste?
Ça se gère au mois d'août avec des cauchemars d'enseignement avant que la session d'automne commence chaque année. C'est quelque chose que je trouve quand même à la fois difficile, à la fois très riche. Tu sais, on est confronté par plein d'imaginaires devant nous. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas juger tout ça. Et dès qu'on commence à faire ça, on se trompe un petit peu. Donc, on essaie de justement amener notre expérience au cœur d'une conversation, mais être à l'écoute beaucoup plus que livrer des informations. Mais je dirais que ça a beaucoup changé, hein, l'enseignement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais dans le sens que à une certaine époque, pré-Internet, l'information était rare. On avait des choses qu'il fallait... Puis si on voyageait, comme en Europe, on a ramené des choses, puis les étudiants bénéficiaient d'une certaine expérience qu'on ramène. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tout est là. Tout est trouvable, les techniques, les expériences... donc, ça a quand même beaucoup transformé. Donc, ton rôle, tu as enseigné dès les années 90, et ton rôle aujourd'hui, c'est transformé avec... Beaucoup. Moi, je trouve que ça a beaucoup changé. Une sorte de savoir qui est là, qui ne se passe pas ici. Par contre, j'ai quasiment envie de dire que j'ai enseigné ici, mais j'ai enseigné dans un contexte. Puis ce contexte-là était la ville de Québec. Parce que comme étudiant, moi, j'habitais sur le côte d'Abraham en face de Obscur. Puis je regardais à l'extérieur, puis je pensais à cette chanson de Tom Waits. What are they building in there? J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait vraiment. Comme jeune étudiant, c'était assez fascinant de regarder les activités c'est quoi en face. Obscur, parce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent pas. Obscur et est-ce que je suis bien placé pour parler d'Obscur? C'est un centre d'artistes. C'est un centre d'artistes qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, qui était... ça préfigurait peut-être Méduse, mais c'était quand même un centre interdisciplinaire où on pouvait... on a scruté la question technologique beaucoup. Puis on avait toutes sortes d'approches. Avatar est né de là, recto verso. Il y en a d'autres. En tout cas, il y a toutes sortes de groupes qui... je pense que David est mieux placé pour parler de ça. Tu étais sur le CA d'Obscur, mais c'était quand même une... à une époque où il n'y avait même pas de subvention en art multi. Donc, on avait un accès à un art technologique enviable, je dirais, parce que c'était très dynamique. On avait énormément de personnages importants dans l'histoire des arts technologiques qui ont passé par Obscur. Et ça, c'était mon école aussi. Okay. Puis ça, c'était aussi l'école de mes étudiants. Puis c'est comme, il faut que tu ailles là-bas. Donc, j'habitais là, puis là, j'ai déménagé sur le rue Saint-Jean, en haut d'Inter. C'est quand même un petit milieu, dans un sens. Donc, il y avait quand même le lieu, il y avait tout... et il y avait toi, la Chambre Blanche, et d'autres personnes, tu sais. Et François. Oui, François qui est là maintenant, mais je veux dire, à l'époque... donc, il y avait tu sais, je ne vais pas nommer tous les centres d'artistes, mais c'est quand même... le fait que l'école soit au cœur de tout ça, en tant que professeur, enseignant, OK, on peut sortir, on va exposer au lieu, on va faire des choses ici et là. Donc, ça donnait une dynamique extraordinaire, je pense, pour les étudiants. Oui, je suis contente que tu soulèves ce point-là parce que David a tellement travaillé pour le déménagement de l'école, c'est ça qui était visé aussi, d'appartenir à un écosystème extrêmement dynamique et d'en faire profiter les étudiants. Ça, c'était une des motivations, mais c'est surtout qu'on a sauté sur une occasion. Oui. On le sait. Oui. C'est si...
si nous sommes ici aujourd'hui, c'est en très grande partie grâce à l'initiative des étudiants eux-mêmes qui, à l'époque, ont squatté le bâtiment ici pour faire leur exposition des finissants au bac en art, de leur propre initiative. Et l'événement a eu un tel succès, si on peut mesurer ça par le nombre de personnes qui sont venues au vernissage, plus de 2000, peux-tu croire? Ici dans le bâtiment, là, qui était moins arrangé que ça. L'université à cette époque était en déficit de pieds carrés pour le nombre d'étudiants selon les normes du ministère, et on m'a approché parce que j'étais en poste à ce moment-là à la direction pour savoir si le vice-recteur m'a dit que j'ai entendu dire que vous aimeriez déménager au centre-ville. Puis, l'histoire... Okay. Oui. C'est-à-dire, toute ça, cette dynamique-là, la dynamique était qu'il y avait beaucoup de réflexions sur la vocation de Saint-Roch. Le maire Lallier avait toutes sortes de projets. Il y avait le projet de Méduse aussi qui était... Je voudrais juste souligner aussi que dans la salle, il y a un des fonctionnaires de la ville qui a un rôle très, très important, Jacques Genet, derrière. Bien discret en arrière, mais Jacques a développé les projets de soutien aux artistes à l'origine de la revitalisation du quartier. Et c'est lui qui a dit, je pense que c'est toi, François, qui avait rencontré Jacques. Et Jacques a dit, on va vous faire visiter la Dominion de Corsay. Alors, c'est un petit peu... il sait des choses que je ne sais pas. Oui, il sait des choses que tu ne sais pas. C'était très étrange, cette période. Mais c'est vrai que un des arguments était qu'on voulait rejoindre le centre-ville, comme l'École des Beaux-Arts était d'ailleurs, et être plus près de la vie artistique avec potentiellement Méduse, la Chambre Blanche et le lieu. Et ça a été une très bonne décision. Moi, je crois. Il a fallu que tu convainques. Il a fallu être convaincant. C'est pas tout le monde qui voulait venir ici. Nos collègues en design ont résisté de façon vraiment forte, oui. Je les comprends. Je pense que les gens en design à cette époque avaient déjà le projet d'avoir une plus grande autonomie qu'ils ont maintenant, que c'est un département maintenant. Et je pense qu'ils convoitaient davantage la présence auprès du département des communications. On se souvient de l'influence de Claude Cossette sur la conception de design et tout ça. Ils voyaient ça plus orienté sur les coms que sur le design. Et le quartier Saint-Roch, c'était pas encore... Le quartier Saint-Roch, c'était pas le quartier le plus chic. Il fallait avoir de l'imagination. Oui, c'est ça. Et plusieurs personnes n'aimaient tout simplement pas le changement. Je reste à Sainte-Foy, j'ai pas envie de prendre mon auto tous les matins pour aller à Saint-Roch. Mais je pense que les gens ont adapté assez rapidement à la chose. Et je pense qu'on a passé, maintenant... 30 belles années. Là, David, es-tu prêt pour la grosse question? L'enseignement dans ta vie? C'est 50 ans quand même. Oui, c'est plus que 50 ans. As-tu la vocation? Je ne sais pas comment répondre à ça, mais j'ai eu à réfléchir beaucoup à ça à travers les années avec mes amis collègues, de la manière qu'on intègre de notre pratique artistique dans notre pratique d'enseignement, et à savoir si l'enseignement nous vole du temps ou si au contraire l'enseignement nourrit notre pratique artistique et l'administration, je n'en parle même pas. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai toujours pensé que l'enseignement était la forme ou disons le monde artistique le plus intéressant. Je trouvais que l'échange qu'on peut avoir en discutant
avec collègues artistes sur des problèmes de quoi enseigner, à quoi sert enseigner, les questions que tu cherches à soulever, même par ta présentation au début. Je trouve que c'est un type de questionnement particulièrement enrichissante que je ne suis pas sûr que moi j'aurais trouvé dans toute la dynamique ce qu'on appelle le monde de l'art à l'extérieur, mais je pense que c'est personnel. Mais je trouve que c'est un milieu de pratique artistique très enrichissant. Et toi, Nicole, tu m'as avoué ce midi que tu avais trouvé ça difficile. Oui, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça difficile, mais je dis toujours quand même que c'est une situation privilégiée d'avoir eu l'occasion d'enseigner pendant 37 ans. Et presque 37 ans, j'ai eu quand même des petits congés là-dessus. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait des moments difficiles qui étaient ceux d'avoir à réconcilier des discours différents, des manières d'être, des attentes, de sentir souvent que je devais entrer dans la peau de l'autre ou d'être dans une autre peau que la mienne ou dans une autre tête que la mienne. Et en fait, souvent, j'aurais aimé être, on va dire, à plein temps dans mon travail artistique. Mais rétroactivement, quand j'y pense, je suis d'accord un petit peu avec David, pas un petit peu, d'accord avec David pour dire que l'enrichissement qui vient avec l'intérêt qu'on a pour la singularité que chacun peut apporter est inestimable. Parce qu'on ne la retrouve pas facilement dans un milieu artistique at large, parce que les préoccupations sont souvent d'ordre très professionnel, très carriériste. Il y a aussi naturellement des échanges fructueux qui se font entre artistes, mais l'espèce de contact qu'on peut avoir avec la singularité de chaque individu et comment on peut être dans une certaine porosité, on va dire, avec ces univers-là, ça apporte énormément et ça, c'est certain que je vais toujours dire que j'ai été privilégiée. Bien que j'ai eu à réconcilier des choses difficiles. Est-ce que vous voulez relancer là-dessus? C'est beau quand même comme... hein? Oui. Est-ce qu'il y a des enseignants actuels ou anciens enseignants qui veulent relancer sur cette question de l'enseignement des arts, ou est-ce qu'il y a des questions pour Geneviève, James, David et Nicole? Je pense que les gens t'entendent pas bien. Micro? Julie, tu voulais pas relancer là-dessus, toi? Non? Ça, on aurait tellement à dire là-dessus. Je relancerai en disant la même chose qu'un mélange de Geneviève et David, de Nicole. Peut-être un peu moins de James, parce que, bon, toute la question du médium, c'est toute une question. Non, mais par rapport au numérique, moi, je pense que j'ai fait partie du groupe qui a repensé le nouveau programme. Puis j'ai donc dit la division à partir avec Marcel d'ailleurs, c'était vraiment bien d'être la jeune prof avec. Je ne suis pas assez là. La veux-tu? J'ai vraiment ça. Mais avec Marcel, donc je trouve que c'est une belle collaboration, mais peut-être juste dire que je pense que c'est quand même, comment dire, peut-être juste en disant qu'on vient de répartir la charge de travail et puis il est toujours question de privilégier la présence des profs dans les cours d'atelier qui sont des ateliers libres, donc qui sont aussi les cours qui sont offerts le jeudi, donc à partir de la pratique des étudiants. Puis donc on privilégie vraiment la présence des profs, ce qui est vraiment bien, mais j'avoue avoir un plaisir particulier à offrir les cours qui s'organisent autour des champs d'expérimentation, qui sont comme, moi j'offre ça tout le temps, et Action Contexte. Puis je veux dire, chaque fois que je les donne, j'ai une grande joie à voir les étudiants arriver du cégep, puis entrer dans quelque chose qui est au-delà de la discipline, qui est une pensée, qui n'est pas de l'ordre de quelque chose qui serait
serait justement un sujet, mais je pense que c'est nécessaire à l'arrivée au sujet. Après, ça peut revenir, le sujet. Je pense qu'on travaille là-dessus, de faire un écart entre les champs d'expérimentation et des cours qui sont plus organisés autour de concepts. Mais effectivement, je ne sais pas quoi dire. Je pense que on ne peut pas parler au nom de tous les artistes. Je pense qu'il y a certains artistes pour qui la pratique de l'enseignement est comme une espèce de grande nourriture pour la pensée artistique, comme une espèce de mouvement naturel qui nous assure d'être constamment dans la pensée de l'art. Pour d'autres artistes, là, je ne vais pas nommer de nom, mais auxquels je pense spontanément, ce serait une pure violence que d'être obligé d'être toujours dans l'interaction avec des étudiants. Donc, on peut parler, c'est pas pour rien qu'on est ici, nous, dans le sens qu'il y a quelque chose qui fait que ce que Geneviève disait, c'est l'idée d'être justement dans la pensée de l'art constamment, cette espèce de pensée qui est déployée à travers toutes les pratiques des étudiants, qu'on remet en question. Pour moi, c'est une grande richesse qui ne veut pas dire que je suis assez d'accord avec Nicole, que c'est sans arrêt aussi la grande difficulté de ne pas être constamment dans la pratique ou dans des mouvements d'une durée dont la fin est décidée parce que c'est la fin du projet, pas parce que c'est le début de la session. Mais aussi, je trouve qu'on est assez... Puis à un moment donné, bon, j'avais fait une entrevue avec toi, tu avais dit quelque chose que j'avais bien aimé. Tu m'avais dit, enseigner, ça me pousse à être encore plus dans l'expérimentation. Ben oui, mais pour ce qui a été nommé un peu par David, dans le sens de, par propos, puis par l'école, les préoccupations carriéristes, les préoccupations professionnelles, est-ce que je vais faire des œuvres publiques parce qu'elles vont s'envoler plus facilement, ce genre de trucs, on n'est pas là-dedans quand on est à l'école, on est dans l'espèce de gratuité totale de la pensée, de la réflexion. Donc ça, c'est extrêmement riche. Pour moi, c'est plus là que j'ai envie d'être. En tout cas, j'ai envie que la plus grande partie de mon temps soit là, plutôt que dans les préoccupations. Puis personnellement, je pense que ça me permet aussi, comme artiste, de faire les projets que je veux, de ne pas être dépendante du système qui m'intéresse moins. Donc une grande liberté, toi aussi, comme j'aimerais. Tu avais dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, et que j'en profite pendant que je t'interpelle, Julie. Tu avais dit, il est intéressant de poser la question, quelle serait la forme propre à l'art de réfléchir? Oui, bien, c'est la question de la présence de l'art à l'université, dans le sens que ça, c'est tout un combat, je trouve, même avec les organismes de subvention. Moi, c'est une tonalité de la pensée qui est particulière, puis c'est ça qui fait que ça doit être à l'université. Mais c'est quand même tout un combat, ça, c'est pas si évident de gagner ce combat constamment, en tout cas, il faut se trouver des nouvelles armes. Est-ce qu'il y a des questions pour nos panélistes ou des commentaires sur ce qui vient d'être dit? Oui. Mon nom est Mireille Guelton. Je suis de la génération de passage. J'ai commencé à l'école des beaux-arts et j'ai fini à l'université. Et ce qui me frappe aujourd'hui, je ne vais pas parler de pédagogie, je ne vais pas parler de programmation, mais je voudrais parler d'organisation matérielle. Quand j'ai commencé, l'école des beaux-arts était déjà rendue au cégep Sainte-Foy, avec de magnifiques locaux, bien adaptés, fenêtres au sud et tout. Mais après ça, on a été déménagé dans le sous-sol du PEPS, deuxième sous-sol du PEPS, dans des cubicules de béton, des lieux très heureux, très oxygénés, avec paysage, n'est-ce pas? Avec des rideaux de plastique. Ouais. Et ensuite, on a été au Félix-Antoine Savard, au sous-sol aussi. Puis ensuite, on est allé au Caso. Puis ensuite, on a habité ici. Et ici, ce que j'observe, c'est la qualité des locaux, la dynamique que ça entraîne au niveau de la pédagogie, au niveau de l'apprentissage aussi. Le raffinement, je dis bien le raffinement des outils qui viennent appuyer l'atmosphère des locaux. Pour la recherche, ça devient un bain d'immersion pour l'apprentissage et pour l'enseignement. C'est ce qui me frappe parce qu'au fond, l'école des beaux-arts, dans sa glorieuse époque, ne serait plus reconnue par la CSST aujourd'hui. Je pense que simplement aux locaux de
avec l'inhalation d'acide. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Merci. C'était beau quand même. D'ailleurs, c'est amusant quand on pense que les premières revendications des étudiants de l'École des beaux-arts de Montréal et de Québec, c'était au sujet des locaux. Ça a commencé comme ça et peu à peu, la cause s'est développée jusqu'à demander vraiment une étude sur l'enseignement des arts au Québec. D'ailleurs, ça me permet de souligner la grande importance des derniers étudiants de l'École des beaux-arts de Québec. Moi, je vous avoue, quand j'ai commencé la recherche, j'avais mes petits préjugés. Je me disais, tout a commencé en 1970. Et finalement, il y avait des militants, il y avait même des professeurs qui tentaient des expérimentations au niveau de nouveaux programmes, de nouvelles façons d'aborder l'enseignement dès 69. Et les étudiants ont réussi à être sur le comité de passage. Et une des premières choses qu'ils ont dit, on ne veut pas que vous acceptiez l'École des beaux-arts, que vous intégriez l'École des beaux-arts à l'université. Parallèlement à tout ça, il y a des comités aussi, des gens qui s'intéressaient beaucoup à la question. Pierre, je vais te citer là-dessus. Pierre Larochelle, qui venait de l'École d'architecture et qui avait eu une lutte entre les anciens et les modernes à l'École d'architecture aussi. Et lorsqu'il a vu qu'on voulait intégrer les arts à l'université, Pierre, tu as eu l'initiative de contacter des gens pour dire on veut changer les choses comme on a réussi à changer les choses au niveau de l'École d'architecture. Et il y a eu aussi des discussions, des comités formels et informels. Donc, beaucoup d'individus qui avaient vraiment une ténacité et qui voulaient changer les choses. Donc, c'est important de se rappeler. Puis, c'est ça. Alors, on fait le lien avec l'École des beaux-arts de Québec. Merci pour ce filon-là, parce que, oui, les derniers étudiants de l'École des beaux-arts ont bataillé pour que l'enseignement des arts soit complètement renouvelé. Alors, c'est une belle bataille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe. Depuis comme un moment, on parle un peu de l'université comme une espèce de bulle en soi, comme un milieu artistique en soi, entre autres pour la recherche, ces questions-là. Puis, je me rends compte en fait que les artistes sont de plus en plus éduqués aussi, ne serait-ce qu'avec maîtrise et doctorat, mais en dehors de l'université, puis dans le milieu de centre d'artistes. Puis je me demandais si dans la préparation des cours, dans la préparation des programmes, on prenait en compte l'impact sur le milieu plus global québécois ou du milieu des arts. Puis, là, dans cette question comme ça, je me doute un peu dans le cas de Mika, mais c'est une question un peu globale, comme ça, générale. À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Philippe, le fait que les gens sont plus éduqués de manière générale? C'est que les artistes dans le milieu des arts sont de plus en plus éduqués, ne serait-ce qu'avec une maîtrise. Les employés des centres d'artistes sont souvent des maîtrises, des trucs comme ça. Puis je me demandais, je veux dire, leur formation vient de l'université. Je me demandais justement si l'université, dans la création de la structure, ou quand on réfléchit les cours, ou quand on les donne, a comme en tête justement l'impact qu'elle a sur le reste du milieu artistique québécois. Je sais que c'est comme une grosse question, mais ça m'intrigue un peu de voir les réponses. Oui. Sur l'impact. L'impact, oui. Moi, cette question-là, formulée normalement, c'est l'étudiant qui trouve qu'on ne le prépare pas suffisamment pour la réalité qui l'attend après l'université. J'ai l'habitude d'être confronté à ça. C'est-à-dire que c'est bien beau lire la philosophie puis débattre entre nous, mais quand je vais être chez moi toute seule comment ma pratique peut entrer en relation avec circuler, comment je peux intégrer une communauté qui, d'habitude, est-ce que c'est dans ce sens-là que tu vois, ou tu demandes si nos programmes cherchent à influencer le monde artistique? Je pense que de manière consciente ou inconsciente, les programmes influencent les artistes, mais déjà ça, je trouve ça intéressant, comme quoi que il y a comme je sais pas, que les étudiantes, comme ils voudraient être plus professionnalisés, mais que déjà il y a un décalage avec les intérêts de l'université, je trouve ça déjà intéressant, mais non, moi, en fait, tu as commencé par dire que l'université est une bulle. En fait, tu avais commencé à parler de
de l'université comme milieu artistique, peut-être en soi, où ce que la recherche est plus valorisée que, mettons, un parcours professionnel ou des trucs comme ça. Donc, c'est plus... C'est... Ben, mon doyen aimerait entendre cette question-là, et ma réponse sûrement. Là. On est constamment confronté à l'idée de légitimer l'enseignement en fonction de la réalité dans la vraie vie à l'extérieur. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas adapter... non, c'est ma partie. Je pense que on ne doit pas imaginer que la formation en art prépare des jeunes artistes à aller occuper une niche dans le monde de l'art, comme si on savait d'avance c'est quoi l'art et qu'on prépare des gens pour cette activité-là. Dans ce sens-là, j'accepterais l'idée qu'on ait une bulle et que des gens, je pense ici, vivent une expérience vraiment privilégiée dans le sens de protéger, prolonger, on crée un environnement qui est plus accueillant que la rue va être 3 années plus tard, pour discuter, pour possiblement orienter leurs expérimentations vers une expérience artistique, j'ai envie de dire identitaire, qui va les donner la possibilité d'assumer la difficulté d'une pratique après. Et dans ce sens-là, je trouve qu'on n'a pas d'ajustement à faire pour le milieu extérieur. Au contraire, je pense qu'on forme des gens qu'on espère vont faire évoluer le milieu extérieur. Et ça va être des agents d'évolution, pour prendre le jargon du ministère. Alors, je pense que c'est vrai que c'est bon d'avoir des témoignages, des gens qui reviennent, ouvrir la bulle un peu, parler de l'expérience après l'école. Mais en même temps, je trouve que notre but, c'est pas de préparer pour ça. C'est une préparation par la bande, une préparation indirecte, je crois. Mais moi, je dirais peut-être que une réponse à ça, c'est la responsabilité que les artistes ont de montrer leur travail, oui, de le sortir, de le mettre dans l'espace public d'une manière ou d'une autre, et de faire en sorte essayer de rejoindre des sensibilités qui vont être ouvertes ou non, mais qui sont là. Il faut faire confiance. J'ai toujours trouvé qu'il fallait faire confiance à l'intelligence du public en général. Mais il faut présenter, il faut que ce soit autre chose que juste comme un rapport à sa propre personne, mais il faut sentir qu'il faut que ça existe à l'extérieur. Mais il faut pousser, il faut faire comme les étudiants ont fait ici, partir la Chambre Blanche, organiser des sites, faire des événements, des in situ, mais il faut que ça sorte. Tu dis que c'est une responsabilité. Oui. Il y a Pierre Larochelle qui voulait intervenir. Oui, je voulais répondre à la question de ce monsieur, parce que ça rejoint une chose que je fais essentiellement depuis les derniers 6 ans. Est-ce qu'on je fais de l'enseignement de 56 ans. Pierre, je pense que je vais te passer le micro pour qu'on puisse profiter de ce que tu dis. Est-ce que vous pouvez... Un groupe de recherche qui s'appelle l'École territorialiste, qui fait de la recherche transdisciplinaire. Et j'appartiens ici à l'Université Laval à un groupe de recherche qui fait aussi de la recherche transdisciplinaire. On a publié l'an dernier avec des chercheurs européens un livre qui s'appelle Handbook of Transdisciplinarity. Handbook de la transdisciplinarité. Et la transdisciplinarité, ce n'est pas la multidisciplinarité ni l'interdisciplinarité. C'est plus que ça. La transdisciplinarité, ce qu'on appelle la transdisciplinarité, c'est la relation entre les chercheurs universitaires, les savants, qui travaillent avec des méthodes à l'intérieur de disciplines multiples, et le milieu humain, c'est-à-dire les gens qui ont une autre
approche et une autre connaissance, parce que c'est une connaissance qui est fondée sur la vie réelle, quotidienne. Et en aménagement, en particulier en aménagement de territoire, les méthodes qu'on utilise sont des méthodes qui associent des chercheurs universitaires avec des représentants de la population, avec les gens qui sont dans les écoles, avec les élus, avec les dirigeants municipaux, avec plein de gens qui n'aménagent pas le milieu, mais qui vivent dans des lieux, et travailler avec eux dans de la recherche transdisciplinaire, c'est essentiel pour faire de l'aménagement du milieu. Et je pense que dans l'enseignement de l'art et la recherche en art, qui est assez proche de mon domaine, des approches transdisciplinaires seraient très bienvenues. Est-ce que c'est toi, Julie, qui voulait avoir le micro? J'ai besoin de prendre un micro, mais je voulais juste renchérir sur ce que James disait, qui est encore très réel ici à l'école, puis peut-être qu'il répond un peu à la question de Philippe. Tu sais, en tout cas, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir exactement saisi la précision de ta question, mais non, mais dans le sens qu'on peut partir dans toutes sortes de directions, mais juste la question des centres d'artistes, c'est le fait qu'il y ait des passerelles beaucoup plus ouvertes, étant donné l'échelle de l'école, l'échelle de la ville, tout ça à Québec, avec le réseau des centres d'artistes, dans le sens qu'à Montréal, il y a aussi beaucoup de centres d'artistes, mais c'est tellement grand qu'il y a tellement d'étudiants dans les écoles d'art, il y a Concordia, il y a le CAM, tout ça, c'est comme beaucoup moins fluide. Puis il faut peut-être mentionner aussi la grande ouverture des gens qui sont ici, dans les centres d'artistes, face aux étudiants de l'école. Mais en tout cas, pour l'extension dans le milieu, pour moi, ça fait vraiment partie de mon enseignement qu'ils aient en tête l'existence de ces endroits-là comme des endroits qui peuvent étendre leur réflexion, ouvrir les moyens, qui peuvent penser avec l'idée des centres d'artistes. Puis je suis assez sensible à l'idée de, à cette grande richesse qu'on a au Québec, des centres d'artistes qui font que sur un comité de programmation, s'il y a quelqu'un qui a 24 ans puis qui envoie un projet qui est extraordinaire, on va même pas regarder le CV, on va le prendre sur la programmation, ce qui est un peu impossible en Europe, par exemple. Puis juste cette projection dans l'imaginaire qui est possible est nourrie beaucoup à Québec, je trouve, par l'espèce de quand même grande proximité entre les différents éléments du milieu. Il me semble que c'est important. Je ne sais pas si ça a rapport avec ce que tu disais, mais tu disais à l'université et par rapport à la vie ou par rapport au milieu ou par rapport à l'extérieur. En tout cas, moi, ça, c'est une de mes préoccupations. Puis bon, il y en a d'autres qui pourraient être intéressés par d'autres choses, mais je trouve que même comment tu te conçois comme artiste, si tu te conçois dans cette espèce de grand champ où il y a tous ces acteurs-là, tu te conçois différemment, puis tu te projettes différemment dans un avenir quelconque, ou en tout cas... Mais moi, je peux-tu, on prend pas le temps. Il y a eu trop d'attention sur moi. Genre le son, parce que quand c'est pas beau, je veux pas que ça se Mais moi, la question initiale de Philippe, je l'avais pas compris comme ça, puis j'aimerais la reformuler dans les mots, selon mes préoccupations de ce que tu as soulevé. Mais considérant qu'il y a eu le passage des beaux-arts à l'université dans les années 60-70, et que donc, là, je pense que le point que Philippe disait, ou que moi j'ai compris, c'est que de plus en plus, dans le milieu artistique, en dehors de l'école en général, au Québec, on a non pas des artistes qui ont suivi un parcours aux Beaux-Arts, on a des artistes qui ont suivi un parcours universitaire. Et donc, c'est quoi l'impact de quelqu'un qui a suivi un parcours aux Beaux-Arts, puis qui, dans les années 80-90, enseignait ou avait fait la transition, puis qui peuplait le milieu d'activités organisées, non subventionnées, subventionnées, marginales, respectées, etc. C'est quoi la différence du milieu qu'il y avait à l'époque, ou est-ce que vous avez une idée, ou vous êtes-vous questionné sur l'impact que ça a sur la communauté plus largement, le fait que les artistes sont en général munis d'un diplôme universitaire et non pas d'un certificat de beaux-arts?
moi, j'aimerais ça reformuler cette question-là, puis savoir si vous avez une idée de l'impact. Peut-être si je peux reprendre ta question comme moi je l'ai entendue. C'est peut-être plus un regard d'historien dont on a besoin. Ouais. C'est pas clair? Non, c'est juste que très clair. On est issu de l'université, ça. donc c'est difficile de parler de ce qui se passait avant, mais Je sais pas, Lisanne, peut-être dans tes recherches, Ouais. que tu sais, en faisant le livre, est-ce que... Ben, oui, moi, spontanément, c'est que le milieu des années 80... Donne-moi le micro. Parce que... J'écoutais récemment un entretien avec Jean Nouvel et Daniel Buren, puis je me disais, ah mon Dieu, en France, la technique, il se passait le micro, et puis là, on fait la même chose. Voilà. Mais dans les années 80, tout était à faire. Il y avait une énergie presque de guérilla. Je sais pas. Nicole pourrait en parler aussi. Il y avait rien n'était acquis. Et je pense que je ne peux pas parler au niveau des enseignants et au niveau de la pratique en art. Je pense qu'il y avait au niveau de la représentation, de se solidariser, tout était à faire. Donc c'est presque incomparable comme situation au niveau du milieu. Mais j'aurais presque envie de relancer la question à Nicole, parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi ce passage-là où on avait des professeurs qui étaient presque autodidactes à l'université et d'autres qui pouvaient avoir un congé pour aller chercher une maîtrise. Et puis finalement, c'est sûr qu'il y a eu comme un moment de transition qui a été extrêmement difficile, parce qu'il y avait quand même une exigence aussi dans le contexte d'une université d'avoir des diplômes de 2e cycle, éventuellement de 3e cycle ou l'équivalent. Je pense que cette transition-là, elle a été aussi difficile. Je ne sais pas si Nicole et... je ne sais pas si on est dans la bonne direction, mais disons, en termes de différence, c'est incroyable. Il n'y avait rien autour de nous, il n'y avait rien ici. Il y avait une galerie, la galerie Zanten, à côté de la montagne, où il y avait un prof de temps en temps, souvent c'était Paul Lacroix qui allait montrer son travail là, mais... puis, une chose aussi, c'est que tout se passait beaucoup par la représentation médiatisée, tu sais, la diapositive, tu sais. On regardait l'art des autres avec les diapositives, ça venait naturellement d'un peu partout. Mais à un moment donné, quand les premiers centres d'artistes sont ouverts, ben, donc ça a pris une réalité tout d'un coup dans l'espace social, là, des étudiants qui sortaient d'ici puis qui allaient montrer leurs choses à l'extérieur. Mais avant, on était dans le différé. Moi, j'ai aimé aller aux États-Unis parce que je voulais aller dans une grande métropole comme proche de New York. Je voulais voir des œuvres. Puis après, en développant le cours Art et Féminisme, là, je voulais comme réfléchir sur des œuvres qui n'étaient pas à propos d'autres œuvres, mais qui étaient à propos aussi du social, qu'est-ce qui se passait, des pensées qui circulaient, des mouvements, disons que l'École des Beaux-Arts, c'est pas ça ça ne nous préparait pas à ça. Là. On était dans un monde presque d'artisans raffinés. Alors que le passage à l'université, on a obtenu plus d'outils sur le plan conceptuel pour développer une pensée plastique. Alors qu'avant, on n'avait pas ça, on n'avait pas cette possibilité-là. Mais on avait des talents. Oui. OK? On n'avait pas cette pensée articulée là du questionnement et de comment investir notre tâche. Mais les artistes qui étaient aux Beaux-Arts, beaucoup avaient un grand talent. Alors on n'était pas si dépourvus. Mais je réponds à Mme Nicole Jolicoeur sur le plan que dans la société immédiate, il y avait sur la diffusion, il n'y avait à peu près rien. Zantin et qui d'autre, je ne sais pas. Oui, il y avait du talent, mais il y avait des ambitions, il y avait des désirs, il y avait des rêves, puis c'était difficile de les réaliser. Mais j'ai participé à la fondation. C'est qui, vous êtes qui, madame, qui? Hélène Goulet, qui était étudiante aux Arts. À quelle année? Qui diplômée de l'École des Beaux-Arts de Québec. Et j'ai obtenu un baccalauréat à l'UQAM à Montréal. Plusieurs années plus tard,
j'y allais surtout pour l'histoire de l'art et j'ai obtenu le bac. Mais à l'époque, des étudiants de l'École des Beaux-Arts, je pense que l'effervescence se faisait sentir à la fin, là, avant la fermeture. Et on a eu l'occasion qu'il y avait un petit local qui pouvait plus être loué par un étudiant. Et puis, c'était tellement étroit que on appelait ça la parallèle. Ça, c'était en 69, 70, parce qu'on était conscient qu'il fallait diffuser, il fallait être confronté à la société. Alors, c'est pour ça que je veux dire qu'on n'était pas si dépourvus. La société l'était sur le plan de la diffusion de l'art, le marché de l'art et tout, et même, j'aurais donc souhaité que les parents amènent les enfants au musée, comme on disait que ça se faisait en France, mais moi, j'y allais par moi-même, toute seule. Famille de ça, puis j'étais la seule à y aller. Bon. Mais c'est vrai que, pour dire qu'on avait le talent, on avait des ambitions, puis on a eu la chance d'avoir Michel Parent, puis aussi un monsieur qui est ici, Marcel Jean, qui avait enseigné aux Beaux-Arts, puis qui apportait une réflexion, un savoir. Alors, on a compris qu'on en avait besoin, parce qu'on l'a expérimenté. Moi, je revois Michel Parent, puis il y avait même des réflexions, des pensées ou des notions à tenir compte, écrites sur papier, puis nous l'apportaient aux étudiants. Donc, on sentait qu'il y avait une amélioration dans l'enseignement. Mais, comme j'ai dit, la petite école La Parallèle qui a été fondée pendant qu'à Montréal, on créait le cinéma La Parallèle. Je l'ai rencontré, ce monsieur-là, à Montréal. Donc, il y avait une effervescence dans la société qui nous touchait, nous, les derniers étudiants de l'École des Beaux-Arts de Québec. Et je dis, à cause de tout ça, je dis merci. C'est vrai que Marcel Ferron est venu, Fernand Leduc, alors ces gens-là, on voyait qu'il y avait une pratique, puis ils savaient apporter un savoir. Donc, on se réjouissait, mais il y en a qui ont souffert parce qu'ils ont dit, le dessin, est-ce qu'il va mourir? Je connais un artiste qui est une virtuose du dessin, et ça a sa place, même encore aujourd'hui. Si des fois, on se dit, est-ce qu'on va se fermer à ça? Parce que le dessin, c'est l'être qui s'exprime. Voilà. Merci Hélène. Alors, la première galerie parallèle, finalement. La première galerie parallèle, finalement. La parallèle. Tu voulais intervenir, Nicole, là-dessus? Je ne sais pas à quelle époque vous étiez là, vraiment. De 67 à 71. OK. Moi, j'étais un petit peu avant. 64 à 69. Et je peux juste mentionner que, bon, vous parlez de Michel Parent, il y a eu des personnes qui ont été, vraiment, qui ont joué un rôle clé à cette époque-là, qui prévoyait comment, qui était prémonitoire par rapport à la nouvelle école. C'était Marcel, Michel et Paul Lacroix aussi, qui a travaillé sur l'élaboration du nouveau programme. Et à ce moment-là, moi, je trouve que le rapport qu'on avait avec ces gens-là était de l'ordre du mentorat. Presque. Ils agissaient comme un peu des guides, je trouve. Et je trouve encore que c'est important pour les étudiants de rencontrer quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, comme quelqu'un qui autorise la création chez l'autre personne, qui donne la confiance en soi, qui fait en sorte que l'épanouissement de l'artiste peut se produire. Là. Puis, je vais juste mentionner aussi que quand j'ai voulu faire mon cours en féminisme, la personne la plus stimulante et la plus soutenante pour moi a été Paul Lacroix, qui a vraiment été de tous instants là.
ébloui par ce que je faisais. Et il attendait ça depuis longtemps, qu'on pense cette question-là. Il avait de l'envergure. Je suis un petit peu juste inquiète parce qu'on veut vous offrir un verre de vin. Et puis on a une heure limite pour ça. Alors, il y a Laurent. Une digression. Pardon? Est-ce que je préfère... Oui. Allez-y. Je ne veux pas mêler entre la querelle des anciens et des modernes, là. Et puis, je ne viens pas du milieu des arts, je viens du milieu de la littérature, de la création littéraire. Je pense qu'il faudrait le micro. Ouais. Ah oui? Oui. Merci, Claude. Merci, M. Monchard. Et ce que je voulais dire, c'est un petit détail qui m'a frappé à la présentation de tout le monde, c'est le parallélisme entre l'enseignement des deux femmes autour de la table. Vous avez dit, à mon sens, la même chose dans des mots différents. Cette façon de vous projeter dans le travail de vos étudiants et de vous servir, bon escient, du travail de vos étudiants dans votre propre pratique. Comme moi, en fait, je ne conçois pas qu'on enseigne en art visuel sans être un praticien dans son médium. Comme je ne conçois pas qu'on enseigne la création littéraire et qu'on n'écrive pas soi-même. Alors ça m'a frappé, cette relation-là que vous aviez à vos étudiants, mais comment il y avait une nourriture là, qui circulait comme ça entre vous et les étudiants. Ça m'a frappé. Mais peut-être que les messieurs ont la même pratique, mais ils ne l'ont pas dit. Alors, je vous suggérais de continuer informellement. Il y a Laurane qui a des petits billets, si vous voulez avoir une consommation gratuite. Laurane qui est notre secrétaire de direction. Merci Laurane pour l'organisation. Je voudrais souligner qu'on a avec nous l'équipe des presses de l'Université Laval. Marie-Hélène, Cynthia, Mélissa, avec qui j'ai eu un bonheur de travailler. Je voulais vraiment vous remercier. Les corrections d'épreuves avec Cynthia, ça a été extraordinaire. Ça a été mon œil de lynx. Ces trois filles extraordinaires. Marie-Hélène, tu as été très enthousiaste au projet. Vraiment, mille merci. Et le livre ne pourrait pas être ce qu'il est si vous n'aviez pas été là. Un gros merci. Merci à tout le monde. Et puis, on continue informellement la discussion. Merci d'être là. Merci. Merci Geneviève. Merci à toi. Merci. Merci David. Ça a commencé.